Léna. Bonjour Charline. Je suis super contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Petite séance de sport faite, donc ça y est, je pète la forme pour la journée. Trop bien, tu vas être hyper dynamique là du coup. Toujours. Je te propose qu'on commence par une question brise-glace. Si tu devais te décrire en trois mots, pardon, lesquels tu choisirais et pourquoi? Alors, les deux premiers, ça peut être aussi bien une qualité qu'un défaut. Je dirais persévérance, parce que je lâche jamais rien. Enfin, persévérance, perfectionnisme, un peu kiff-kiff. Audace, que j'ai pas peur de grand-chose. Donc ça, pareil, ça peut être bien comme pas bien, mais il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Et sinon, je dirais organisé. Moi, je suis Jean-Micheline, to-do list, tout est toujours millimétré, chronométré, et je perds très rarement mes affaires, je loupe jamais un rendez-vous. Enfin, ou alors c'est qu'il y a vraiment eu un problème grave, mais je suis hyper organisée. Ah, ça, c'est plutôt une belle qualité pour le coup. Et la to-do list, oui, je comprends. To-do Ouais. list. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on en sache un peu plus sur toi, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Et bien, du coup, moi, c'est Mélena, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais on va dire 29 encore. Je suis ostéopathe depuis maintenant 6 ans et demi. De base, je suis native de la région parisienne, où j'ai fait toute ma jeunesse et mon début de vie de jeune adulte. Et puis, quand j'ai ouvert le cabinet après mes études, j'ai déménagé en Touraine, parce que j'avais à cœur vraiment d'habiter plus en campagne. Donc, depuis ouais, maintenant 6 ans, je suis ici en Touraine, j'ai mon cabinet d'ostéo et du coup, je partage ma vie entre le cabinet, le sport de haut niveau et tous mes petits animaux du coup, que je peux avoir ici puisque j'habite plus en ville. Donc, ça, c'est chouette. Trop bien, tu as t'es multicasquette. Et C'est d'ailleurs, ça. on en parlera du coup dans un prochain épisode, ta vie avec les animaux. Je pense que Mhm. ça peut parler et inspirer plus d'une personne. Mais aujourd'hui, on va surtout se focus du coup sur ton activité d'ostéo. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de devenir ostéopathe? Et bien, tout simplement, alors moi j'ai toujours été dans le sport depuis petite, dans le haut niveau assez jeune également, et tout simplement, après moi j'ai toujours aimé travailler avec les gens, toucher les gens. J'ai toujours, alors ça, on a ou on n'a pas, hein, c'est un peu des trucs qui nous définissent des petits. Donc moi, j'ai toujours eu ce besoin de contact avec les gens, de rencontrer du monde. Et déjà, il y a pas mal de traits de caractère qui m'orientaient vers des choses où fallait que je sois à mon compte, fallait que j'ai entre guillemets mon propre business, ma propre boutique, quoi. Et la santé, le corps humain, moi, c'était vraiment un truc qui me bottait à fond. Et donc, je savais que j'allais atterrir dans des choses comme ça. Et puis, à 18-19 ans, j'ai commencé à consulter vraiment beaucoup des ostéos parce que des bobos, je faisais du badminton à haut niveau, moi, auparavant, enfin, à ce stage-ci. Et en fait, j'avais des problèmes mécaniques où tous les médecins se butaient et n'arrivaient pas, quoi. Ils disaient, bah non, on comprend pas, on comprend pas. Et en fait, à l'époque, c'était un ostéo qui m'avait sauvée et j'avais dit mais waouh moi je veux faire comme lui et du coup j'ai tout de suite voulu faire ça et puis du coup post-bac je me suis orientée vers une école d'ostéo quoi. Trop bien, c'est rare de savoir tout de suite ce qu'on veut faire et aussi jeune. Mm. Est-ce que Ouais, tu c'est cool. peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ta formation, de tes débuts en tant qu'ostéopathe? Comment ça s'est passé? Alors ostéo il faut savoir en tout cas en France il y a certains pays comme la Belgique et l'Espagne il me semble où on peut faire ça en faculté mais en France c'est que des écoles privées. Donc déjà c'est posé la question donc ouais certes je voulais faire ça post-bac mais quand même, alors à l'époque, hein, maintenant ça a encore augmenté, mais moi quand je me suis inscrite en école de CO en 2013, c'était quand même 40 000 € les études. Donc tu te dis, bon, papa, maman ne pouvaient pas me les payer, clairement. Donc c'était, bon, on va aller à la banque, mais quoi qu'il arrive, c'est là où je te dis que je suis un vrai bélier et il n'y a rien qui me fait peur. Je te dis, mais moi c'est mort, je veux faire ça, donc je vais prendre un prêt. Si la banque est OK, on y va. Donc bien évidemment, je me suis endettée. Bien évidemment, comme beaucoup d'étudiants, ben voilà, j'ai pas passé les 5 meilleures années de ma vie parce que entre les cours, les jobs étudiants, le sport que je faisais à haut niveau avec les déplacements et tout à l'époque, franchement, pour rien au monde, je retournerai à cette période de ma vie parce que c'était trop, trop fatigant. Enfin, même avec du recul, je sais même pas comment j'ai fait. J'avais pas le même âge aussi, hein, ça aide un peu. Et puis j'avais cette espèce de fougue, mais voilà. En tout cas, les études d'ostéo, c'est 5 ans minimum. C'est que des écoles privées. Ça faut, s'il y en a qui s'y intéressent, il faut qu'ils le sachent quand même. C'est des études très chères. Mais par contre, ce qui est super chouette avec les écoles d'ostéo, c'est que tu rentres en première année.
donc sur dossier, sur motivation et tout ça. Il faut mettre le chèque. Dès la première année, dès la première semaine de cours, en fait, tu fais déjà des choses qui sont hyper spécifiques. Donc, tu as pu un petit peu cet écrémage qu'on peut retrouver en prépa kiné. Enfin, maintenant, c'est plus de prépa kiné, c'est première année de médecine, mais où en fait, tu dois apprendre plein, plein de choses qui, en fait, ne te serviront à rien. Moi, j'étais un petit peu contre ça et c'est vrai qu'en ostéo, bah, trop chouette parce que première semaine de cours, en fait, tu te professionnalises déjà, quoi. Tu apprends ton futur métier. Donc, trop bien. Après, voilà, en 5 ans, ben, évidemment, tu apprends plein de choses, tu fais énormément de stages, il y a beaucoup de pratiques. Et puis, à l'issue des 5 ans, bah, ça y est, tu es ostéopathe, quoi. Ostéo, c'est une profession qui va pas forcément bien parce que ben, on est beaucoup trop déjà au niveau de la démographie. Donc, on tourne pas tous bien, on ne vit pas tous de l'ostéopathie parce que souvent, en fait, il va y avoir vraiment le distinguo entre les ostéos qui travaillent bien, qui sont très réputés et qui vont avoir, voilà, 15 jours, 3 semaines, un mois d'attente. Et alors, c'est pas parce que tu as de la place dans la journée que t'es pas bon. Surtout si tu es en lancement, ça veut rien dire. Mais il y en a qui, clairement, sont obligés de travailler sur un autre job à côté ou qui arrêtent l'ostéopathie parce que les frais sont gros en libéral pour avoir un cabinet et tout ça, et pas tout le monde en vit. Donc ça, il faut en être conscient aussi pour ceux qui veulent se lancer. Et voilà, il y a beaucoup de disparités dans notre job et beaucoup d'ostéos qui n'ont pas des formations scientifiques, qui peuvent pas travailler avec les médecins. Et du coup, c'est vrai qu'eux en pâtissent plus et ont, je pense, beaucoup plus de mal à se lancer que ce qui était mon cas, moi, par exemple. Enfin, moi, j'ai pas du tout... Enfin, il fallait du bouche à oreille, quoi. Mais au bout, euh, au bout d'un an, même pas, je me dégageais déjà un salaire très confortable pour une jeune ostéo, quoi. Ok, Donc, c'est donc chouette. dans tes débuts et beaucoup de pratiques, surtout pendant les études. Ouais, ça énormément. En fait, tout est mis en place pour que tu puisses déjà bah, développer ta main, évidemment, hein, parce qu'on est quand même un job où c'est de la pratique après au quotidien, et aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des projets professionnels. C'est là aussi l'intérêt d'être assez visionnaire sur où tu comptes t'installer et tout ça plus tard, ce qui était un gros plus aussi pour moi. Enfin, tu vois, j'étais en région parisienne, mais j'ai déjà fait mon projet pro à Tours à l'époque, parce que j'avais déjà muté à Tours pour le sport de haut niveau. Donc, j'ai commencé à faire ma vitrine, mon réseau là-bas, parce que l'idée, c'est de faire tes projets pro là où tu comptes t'installer. Comme ça, les gens te connaissent déjà un peu. Et puis, bah, quand tu mets ta plaque, bah, tu pars pas de zéro, quoi. Ouais, ça se prépare en amont, tu crées d'abord ton réseau, etc. Enfin, ça se fait vraiment Complètement. effectivement, quoi. Tu parles du sport haut niveau, tu fais de l'Irox. Comment tu as découvert ce sport? Alors, Aerox, nous, on a découvert ça grâce à un copain de Quentin, parce que ça n'existe pas depuis super longtemps en France. Là, tu vois, ça a fêté ses 1 an en novembre dernier. Sinon, c'est une discipline qui existe depuis 2017. Ça a été créé en Allemagne. Donc, il y a pas mal de pays européens qui ont commencé à s'y mettre, à faire des petits événements. Et la France s'y est mis ben, l'année dernière. On a un copain de Quentin, donc mon conjoint, qui a dit, ben, tiens, il y a ce truc-ci, je vais faire l'édition en France, toi Quentin, ça te plairait, machin. Bon, nous, on regarde le truc, on se dit, ouais, why not, ça pourrait être chouette. Et puis au final, on a fait la première édition il y a un an, et puis bah maintenant, on fait ça de manière professionnelle, donc c'est trop génial. Notre vie tourne énormément autour de ça. Mais du coup, c'est comme ça qu'on a découvert l'Aerox, quoi, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Trop bien. Et c'est quoi qui t'a attiré dans la discipline et surtout à quel moment tu t'es dit bah, je veux devenir pro, je veux passer un cap à quel moment t'as eu le déclic? Bah, déjà, moi, je suis une grosse compétitrice de base. Donc, faire un sport juste histoire de faire un sport, alors c'est chouette, on rencontre du monde qui sont dans le même délire que nous, que ce soit des Français, des étrangers ou quoi. Après, voilà, moi, quand je commence à me frotter à une discipline où je me dis, oh, je peux être dans les tout meilleurs, si je m'entraîne, bah, c'est mort, il n'y a pas moyen, je vais m'entraîner pour l'être. Donc, forcément, là, au fur et à mesure des compétitions, on s'est dit, oh, mais tiens, on peut améliorer des chronos. Oh, mais tiens, on peut être champion de France. Oh, mais tiens, là, on peut être dans les meilleurs mondiaux. Oh, mais tiens, là, cette année, on peut être champion du monde. Donc, du coup, ben, cette année, on vise clairement d'être champion du monde, ce qui est complètement envisageable. Si, si la saison se passe bien et si on continue à progresser, c'est pas du tout un objectif inatteignable. Donc, clairement, c'est ce qu'on vise. Et puis, en fait, comme ça, de fil en aiguille, et puis, bah, t'es encouragé par du monde, t'es encouragé par des sponsors, et en fait, ça se professionnalise tout doucement. Et voilà, là, on n'en vit pas du tout et on veut pas forcément en vivre parce que on adore notre job à côté.
Donc moi en tant qu'ostéo et Quentin en tant que coach. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, être reconnu à la hauteur du temps et de l'énergie et de l'investissement Donc, ouais. Mm. dans toutes les sphères possibles, imaginables qu'on met dans l'Aerox. Et c'est comme ça, je pense que enfin, c'est comme un entonnoir, quoi, au fur et à mesure. Ça te prenait 20% de ton temps et puis maintenant, ça en prend 98, quoi. Donc, de ton temps et de nos pensées aussi. Parce qu'il y a beaucoup de charge mentale aussi. On va revenir du coup à l'ostéopathie. Comment tu vois la place de l'ostéopathie, pardon, dans le système de santé aujourd'hui? Tu parlais justement qu'il y avait des professionnels de santé bah, qui pouvaient pas forcément travailler avec des médecins. Mm. Bah, comment tu vois la place de l'ostéopathie aujourd'hui? Alors déjà, pour ce qui est, enfin, pour revenir sur ce qui est légalement se dit en France, nous, on n'est pas des professionnels de soins, on n'est pas des professionnels paramédicaux, on n'a même pas ce titre-ci. En fait, on est reconnu comme thérapie qui existe que depuis 2007, donc c'est quand même Intéressant, ouais. relativement jeune. Avant ça, on était considéré comme exercice illégal de la médecine, hein. Donc c'est quand même une nouvelle thérapie et bah, forcément, moi, en tant qu'ostéopathe, alors, tu as des kinés et des ostéos qui se disent EBP. Donc, désolé pour mon anglais, mais c'est Evidence-Based Practice. Donc, en gros, c'est qu'une pratique qui va être basée sur des recherches et des articles scientifiques. Donc, moi, c'est ce que je fais, par exemple, totalement au niveau du cabinet. Donc, si tu veux, moi, dans ma façon de travailler, je peux parler à un médecin, lui dire, écoute, moi, je fais ci parce que ça. Il peut pas me dire, bah non, ah si, en fait, il y a des preuves scientifiques. Maintenant, je trouve que voilà, l'ostéopathie, encore plus ceux qui travaillent comme moi, ont totalement leur place dans le système de soins. Euh, Après, voilà, nous, on est très, très victimes de confrères qui font énormément de charlatanisme, comme tu peux trouver dans plein de professions et de dérives, même chez les médecins, hein, un gynéco, un dentiste ou quoi, où il y a de l'abus sur plein de choses. Mais nous, c'est vrai que la grosse proportion d'ostéo, ben, malheureusement, c'est pas pro. Donc, du coup, on en souffre énormément. Mais sinon, l'ostéopathie, c'est hyper complémentaire à plein de choses. Mais on souffre aussi de praticiens, enfin de confrères hein, qui ont un petit peu trop d'ego, qui prétendent tout soigner avec l'ostéopathie. Et en fait, sont dans leur truc, c'est assez sectaire. Mais c'est très compliqué parce que déjà, nous, entre ostéo, on n'est pas d'accord entre nous. Donc bon. Mais en tout cas, ouais, on a totalement notre place. On est une des rares thérapies de première intention, c'est-à-dire que tu peux venir nous voir sans aucun certificats médicaux, à contrario, par exemple, du kiné. Mais c'est là où ça peut être dangereux parce que c'est à nous d'avoir les épaules de dire, bah écoute, là, oui, c'est pour moi. Là, oui, non, c'est pas pour moi. Tu vas voir ton médecin G, tu vas voir ton kiné, mais voilà, et c'est là où en fait on doit faut rester à notre place et pour être des bons professionnels et pour bah, travailler main dans la main avec les autres praticiens, quoi. Et justement, si quelqu'un veut consulter un ou une ostéopathe, quels conseils tu peux lui donner pour bien choisir son praticien et pas tomber sur quelqu'un qui a des pratiques un peu douteuses ou voilà qui... Bah, franchement, et c'est ce que je dis à mes patients tous les jours, que ce soit pour les ostéos ou pour d'autres praticiens, moi, j'aimerais pas être un patient lambda aujourd'hui en 2024, parce que même si j'incite mes patients à avoir un esprit critique, à se renseigner et tout ça, en fait, bah, quand tu connais pas, tu connais pas. C'est comme si tu connais un petit peu ce truc des travaux. Quand tu fais venir un peintre chez toi, tu lui fais faire un devis ou un mécano, ou je sais pas. Enfin, moi, perso, j'y connais rien. Le mec, s'il me dit oui, il faut faire ci, ça, t'en as pour 3 000 euros. Oh, ok. En fait, j'en sais rien. En fait. Donc, en plus, nous, on a un peu ce truc, on est dans la santé, on a une blouse, un diplôme. Donc, tu sais, waouh, il me dit un truc, mais je bois ses paroles. Euh, Déjà, si je peux donner un conseil, quand vous faites les patients une première séance avec un praticien, déjà, il faut que ça colle au niveau du feeling et de la pratique pure et dure. Moi, par exemple, je sais que j'ai une pratique très mécanique qui peut plaire comme qui peut déplaire. Ça sert à rien de faire le forcing si ça ne matche pas, quoi. Si ça match, tant mieux. S'ils recherchent des pratiques un petit peu plus smooth, on va dire, ils peuvent aller voir ailleurs. Après, voilà, mécaniquement, je ne sais pas ce que ça vaudra, mais il y en a beaucoup que je réoriente, que je dis, voilà, nous, ça va pas forcément matcher avec moi parce que je suis pas là non plus pour adapter tout mon traitement à tout le monde. Alors, je suis persuadée de mon traitement envers vous. Mais allez voir peut-être un tel et un tel qui va prendre le problème différemment. Faut qu'il y ait du résultat, faut qu'il y ait de l'écoute, de la bienveillance, faut qu'il y ait un bon feeling quand même avec le praticien. Ça, déjà, c'est important. Et surtout, en tout cas, en termes d'ostéopathie,
il faut pas tomber sur des ostéos qui vous font revenir trop souvent. Si tu commences à tomber sur un ostéo qui dit, oh, on va se revoir là, et puis on se reverra là, et puis on se reverra vers là, là, non. En général, l'ostéopathie, c'est 2, 3 fois dans l'année. Et si tu es amené à le voir trop souvent, ton ostéo, c'est que justement, il faut travailler main dans la main en pluridisciplinaire. Et c'est que peut-être qu'il y a des semelles à faire, peut-être qu'il faut aller voir un kiné, peut-être qu'il y a un traitement à prendre chez le médecin, mais on ne doit pas du tout s'accaparer le patient, quoi. Hmm. Et peut-être revenir aux fondamentaux, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est l'ostéopathie. Est-ce Hmm. que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste et toi, comment tu pratiques? Ouais, alors, ma définition de l'ostéopathie va pas du tout être la même que 80% de mes confrères qui vont être dans des trucs, désolé les copains, mais un petit peu perchés, un petit peu, voilà, le corps, l'esprit, le machin. Non, pas du tout. Alors, bien évidemment, comme dans chaque pratique, et c'est le cas d'un médecin, d'un psy, d'une gynéco, peu importe, forcément, on prend le patient dans sa globalité. Ça, c'est l'essence même de l'ostéo. Donc, même si je suis pas psy, mais forcément, le contexte psychologique, on va être amené à en parler, même si je vais pas travailler dessus, mais voilà, ça fait partie du soin aussi. Mais en gros, pour que les patients comprennent bien, déjà la grosse différence entre kiné et ostéo, parce que parfois on ne fait pas trop le distinguo, le kiné va faire travailler le patient en actif, donc il va rééduquer, alors que en ostéo, déjà on travaille en passif. Donc le patient, il est sur la table, il fait rien, c'est moi qui vais travailler sur sa machine. Et à la rigueur, je vais lui donner des conseils et tout ça pour qu'il entretienne ça à la maison. Mais déjà, ça, c'est le gros distinguo. Ostéo passif, kiné actif. Après, nous, c'est vrai qu'on a tendance à aller voir un peu plus le patient dans sa globalité. Par exemple, si tu as mal à un poignet, je ne vais pas aller voir que ton poignet. On va aller voir le coude, l'épaule, les cervicales, les thoraciques, parce que, voilà, dans la chaîne mécanique, ça joue ensemble. Maintenant, voilà, il y a des ostéos qui vont parfois aller te chercher des explications là où, en fait, tu pourrais faire mille et une hypothèses en disant, bah oui, mais c'est parce que t'as ton pied droit qui match un truc, t'as fait une entorse en 2018, nanana, bah c'est sûr, c'est ça. Ah non, mais t'as divorcé, bah t'en cherches pas, c'est pour ça que t'as fait une entorse de cheville et que ça guérit pas. Bah non, en fait, tranquille les gars, parce que sinon, en fait, on fait des ponts entre tout et n'importe quoi et on s'éloigne. Donc si déjà on peut arriver à bien gérer ce qu'on sait faire, mécanique A plus B, ça c'est relié à ça, déjà ce serait très bien. Donc, c'est notre gros point fort en ostéo, c'est que vraiment, on est des professionnels de la posture et de l'anatomie, ce qui se perd beaucoup. Alors, les kinés sont bons aussi là-dessus, mais par exemple, un médecin, il va pas forcément être bon en anatomie, quoi. Et on le voit tous les jours au cabinet. Désolé, les copains médecins, mais parfois, ils te mettent des diagnostics de tel ou tel muscle ou tel tendon. Tu dis, bah non, c'est pas possible, les gars, il est pas du tout là, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu rigolo des fois, mais après voilà, tout est une question de remise en question toujours, nous aussi les ostéos bien évidemment, pour que chacun mette sa petite patte à l'édifice et puisse apporter sa, moi je dis ma petite part du gâteau dans le problème de chaque patient, quoi. Et tu parlais des kinés, Mhm. justement, différence entre ostéopathe, kiné. Est-ce que Ouais. tu peux rappeler un petit peu bah, comment eux travaillent versus comment travaillent les ostéopathes? Et pourquoi aller plus voir un kiné qu'un ostéopathe ou à l'inverse, un ostéopathe qu'un kiné? Ça, c'est beaucoup du cas par cas. Ce serait compliqué de te répondre comme ça, mais vraiment, déjà, les grosses différences, bah, comme je disais, le kiné, souvent, on est en fait dans une rééducation. Donc, on va être limite plus proche du programme sportif, tu vois, où tu travailles en cycle, en plusieurs fois par semaine, avec de l'assiduité et tout ça. Là où nous, en fait, les ostéos, tu nous vois one shot ou un peu plus à distance, à 2, 3 semaines pour peaufiner le boulot, quand, notamment sur les problèmes chroniques. Mais en fait, on travaille vraiment main dans la main, hein, les kinés et ostéos. Il y a pas de guéguerre, même si malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Nous, on va travailler beaucoup plus en profondeur. Après, encore une fois, c'est du cas par cas et ça va être dur de faire transpirer l'idée ici, mais dans l'idée, le kiné, ça va être plus quelque chose sur le long terme. Après, le kiné va avoir différents outils. Une grosse diff aussi qui n'est pas négligeable, hein, c'est que les kinés ont le droit d'utiliser des machines, nous non. Donc, le kiné, il peut utiliser aussi bien une machine à presse pour te développer tes quadriceps. Il a le droit d'utiliser des cuillères, des espèces de cuillères ou de bâtons pour venir dégommer tes muscles pour casser de la fibrose, des élastiques, enfin plein de choses. Là où nous, les ostéos, on travaille uniquement avec nos mains. Et pareil, le kiné, il va plutôt massé. Il peut faire des mobilisations aussi articulaires, mais au niveau du contact, il va plutôt y avoir du massage et sinon de la rééduque. Donc en gros, il te dit, OK, faut que tu renforces tes fessiers, bah, tu vas me faire tant de séries de ça. Et en fait,
on est plus proche, pour les bons kinés qui travaillent bien, hein, on est plus proche limite du coaching sportif, la réhabilitation vraiment en fait chez le kiné, là où nous, les ostéos, déjà il y a moins de suivi, à part un peu à distance. Moi, je sais que je fais beaucoup de ça avec mes patients par texto et tout. Nous, c'est beaucoup plus one shot qu'un kiné, c'est quand même plus dans le long. Je sais pas si je réponds très très bien à ta question, mais après, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Tu vois, par exemple, le cas d'une entorse de cheville qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. On va te faire une entorse de cheville. Tu vas aux urgences, il y a une chance sur deux, même si normalement, c'est plus trop à faire, qui te mettent un plâtre, une résine pendant 2 semaines. Tu ressors avec ta cheville, déjà, elle a tout fondu, elle est toute rikiki parce qu'elle a perdu du muscle, parce que tu ne l'as pas utilisé. Bah, ça va être le taf du kiné de te remuscler ta cheville. Nous, notre taf en ostéo, ça va dire, OK, bon, ta cheville, elle a été immobile pendant 2 semaines, elle est toute verrouillée. Donc, nous, on va vraiment travailler niveau articulaire. Et puis, par contre, la partie renfo, ça va être vraiment le kiné, quoi. Donc en fait, tu penses que ces pratiques, elles devraient quand même collaborer, enfin que c'est complémentaire Ah bah dans... complètement, mais moi, la majeure partie de mes consultations, on est main dans la main avec kiné, podo et autres professionnels, quoi. Et toi, comment tu décrirais ta manière de travailler? Tu disais que c'était plus sur le fonctionnel. Est-ce que tu peux nous en Mhm. parler un petit peu plus? Ouais, alors il faut savoir qu'il existe plein de courants en ostéopathie que je ne connais même pas tous parce que franchement, il y a tellement de dérives que parfois, je veux pas dénoncer rien du tout, mais franchement, parfois les patients te racontent des choses. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi. Enfin, les patients sont des proies et en fait, ils goûtent tout et n'importe quoi. Mais vraiment, moi, ma pratique, donc, elle est vraiment mécanique. On n'est que sur des choses, donc déjà prouvées scientifiquement, qui sont hyper vulgarisables de moi envers le patient. Alors, bien évidemment, quand je rentre dans les détails euh, de réactions neuromusculaires et tout ça, encore une fois, c'est des trucs prouvés et explicables. Mais bon, si je rentre dans les détails, je vais perdre 99,9% de mes patients dans les explications. Euh, mais en tout cas, moi, c'est que des choses voilà, fonctionnelles, mécaniques. Il y a des petites manips qui cracouillent de temps en temps. Alors ça, c'est pareil, il y a des ostéos qui vont te dire, ah non, ça, c'est surtout pas bien, faut pas le faire, faut pas de machin. Non, à la base, des ostéos travaillaient comme ça. Et bien évidemment, sous réserve que l'anamnèse, donc l'interrogatoire en début de séance, a été bien fait et qu'on élimine ce que nous, on appelle les drapeaux rouges. Donc, en gros, qui me laisse dire, OK, là, tu peux faire ce que tu veux, vas-y, banco, tu peux aller manipuler ce patient. Bah voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, bon, tu le sais, moi, je travaille beaucoup aussi main dans la main avec les patients, dans le sens où j'attends toujours de mon patient qui me dise, bon, OK, comment tu t'es senti après la séance? On peut être très fatigué, très courbaturé. Parfois, vraiment, les patients me disent, mais j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'est passé dessus, donc heureusement que tu m'avais prévenu. Ça dure 24-48 heures et puis après, tout rentre dans l'ordre. Mais ça fait partie, entre guillemets, du SAV aussi, moi, de vous expliquer, de dire, voilà, tu vas te sentir comme ci, comme ça, et que vous soyez surtout acteur de votre santé. Donc, moi, j'ai la chance de faire une pratique très méca, très vulgarisable. Donc, l'idée, c'est d'expliquer au mieux ce que j'ai fait et comment vous pouvez l'utiliser. Par exemple, nous, quand ça cracouille, ben, la plupart des patients, ils pensent que je remets des trucs en place. Ben non, si je te remets des trucs en place, ou si j'ai des trucs à remettre en place, déjà, c'est que tu n'as pas pris tes petites pattes pour venir au cabinet, hein, c'est que tu t'es pris une voiture ou tu as fait un accident, un giga accident à ski, du coup, tu finis en chirurgie ortho, hein, c'est pas chez moi. Donc, c'est jamais rien de déplacé, de décalé ou que sais-je. Ça, c'est pareil, on en a marre d'entendre ça tous les jours au cabinet. C'est juste des verrouillages. Et en fait, on déverrouille. Et ça, déjà, quand tu expliques ça aux patients, ils te disent, ah, mais donc, du coup, quand je suis verrouillée là en lumbago, c'est pas déplacé. Tu dis, bah non, c'est juste du muscle qui est pas content, qui se contracte. Et là, déjà, quand tu reçois des patients qui sont pliés en deux, qui sont en pleurs, qui ont leur lumbago au cabinet, ben déjà, tu leur expliques juste ce qui se passe dans leur dos. Déjà, tu as fait franchement 60% du traitement parce que déjà, c'est ah, ok, d'accord, c'est pas déplacé. Et c'est pour ça, tout simplement, que par exemple, moi qui autant praticienne que patiente, ben, le jour où je me fais des lumbagos, tout ça, ah, tout de suite, j'ai le signe avant-coureur. Je me dis, oh là, ça va se verrouiller. Tout de suite, je bouge, je m'étire et tout ça, je mets de la chaleur. Et en fait, je bascule presque jamais dans l'hyper pathologique et hyper lumbago ou hyper torticolis parce que bah, tout de suite, je sais me dire, OK, c'est rien, tu bouges, tu mobilises ton muscle et ça va le faire, quoi. Mais ça, si les patients, on leur explique pas dès le début, bah, ils peuvent pas le savoir, quoi. C'est vrai que c'est des douleurs, par exemple, très, très impressionnantes. Donc, parfois, tu paniques, tu te verrouilles et en fait, ça part encore plus en cacahuète. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a tendance à se verrouiller au final et à se crisper en se disant, faut plus que je bouge, faut plus que je fasse rien parce que ça va aggraver le truc.
Mais en fait, pour cette Exactement ça. pathologie, Et c'est pour ça, et tu vois, quand tu m'as proposé cette idée de podcast, pardon, évidemment, j'ai dit oui parce qu'en fait, moi, une grosse partie en fait de ma profession, c'est de déconstruire et reconstruire en fait des idées comme ce truc de t'es allé chez l'ostéo, faut rien que tu fasses 48 heures. Ah là, du coup, je reste tranquille, hein, je rentre chez moi. Bah non, en fait, si tu as besoin de faire tes courses, tu as besoin si tu as envie d'aller courir parce que d'habitude, tu fais 5 séances de course à pied par semaine alors bien évidemment, tu sors de ma séance je vais te dire, bon, ta séance d'initiation de CrossFit ou d'équitation alors que t'en fais jamais, non, tu la planifies une autre semaine. Mais en soi, il faut vraiment voir, moi je donne souvent cette image à mes patients du contrôle technique. Ta voiture, elle sort du contrôle technique, tu la récupères du garage, faut pas que tu la laisses 3 jours dans ton garage à toi et pas l'utiliser. Tu sors de ton contrôle technique, tu peux aller sur l'autoroute. Donc, bien évidemment, c'est sous réserve des petites réactions que tu peux avoir post-manip, mais dans l'idée, on déverrouille la machine, c'est pour s'en servir, quoi. Donc ça, c'est après, pareil, ça c'est mon quotidien. C'est la question que j'ai 18 fois par jour. Mais du coup, là, je peux faire sport quand? Ah bah, quand vous voulez. Ah bon? Je peux y aller dès ce soir? Bah ouais, si vous déroulez les pattes tranquille, allez-y. Et souvent, les patients sont contents. ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'ai été la première à te poser la question après la Ah séance. ouais, ouais, normal. Et on a un peu ouais, cet a priori où on se dit, bah, vu qu'on a été un peu manipulé, est-ce que ça va pas tout Ouais, non, voilà. et c'est normal, c'est à nous de vous expliquer. Mais tu vois, par exemple, ce truc-ci, pour revenir sur les confrères peu scrupuleux et qui font juste leur business, moi, j'ai des patients qui m'ont dit, voilà, ça changeait rien après la séance d'ostéo. En gros, ça m'a rien changé du tout. Et puis, quand j'ai rappelé mon ostéo en disant, bah, il y a pas de mieux, il y a pas de, il y a rien du tout, c'est comme si je n'étais pas venue. Il m'a posé la question de ce que j'avais fait après la séance et il m'a dit que c'est parce que j'étais allée faire mes courses. Dans ce cas-ci, moi aussi, je me dédouane, hein. En plus, on n'est pas en fait, on est un job où tu payes le service, mais en fait, on fait une stratégie de traitement. On n'a pas d'obligation de résultat. Donc, en fait, un patient qui dit, écoute, ça n'a pas marché, je veux revenir, mais tu ne me fais pas payer la séance, je dis, bah, bien sûr que si, je te refais payer la séance. Mais après, ça, c'est le cas par cas, hein, bien sûr. Mais on n'a pas d'obligation de résultat, en fait, dans notre pratique. Donc, en fait, le praticien peut très bien te dire, encore une fois, avec cette prestance que certains ont et de s'imposer, de dire, ah oui, mais madame, enfin, mais pourquoi vous avez fait ça après votre séance, en fait? Et il y a une espèce parfois de culpabilisation du patient dont certains abusent clairement, hein, c'est pas le cas de tous les confrères. Et en fait, les patients, vous vous dites, et ça même, moi, parfois je l'ai au cabinet en disant, ouais, mais après ta séance, j'ai fait ci, ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je dis, non, 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 c'est pas de ta faute. Si là, il y a un truc qui a merdé, qui continue à titiller, c'est qu'on doit aller travailler autrement sur la machine et on va le faire autrement. Et puis si c'est pas moi la solution, ben, on te réorientera ailleurs, mais voilà. Et on travaille en équipe, quoi. Et j'aimerais bien justement sensibiliser un peu bah, les auditeurs et les auditrices du podcast pour qu'ils ne tombent pas sur des pratiques bah, un peu déviantes. Qu'est-ce que tu as vu comme autre cas? Qu'est-ce que tu appelles pratique voilà, déviante? Et comment ils peuvent se protéger de ça et faire attention? Est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à ça? Et peut-être aussi des anecdotes à nous partager, des choses que tu as entendues pour faire de la prévention, quoi. Ouais, bah, alors encore une fois, faut faire attention aux praticiens qui te font revenir trop souvent, qui ont l'impression de s'accaparer le patient, enfin, qui te donnent l'impression qu'ils t'accaparent. Pardon. Tu vas avoir aussi les praticiens, ça faut faire très attention, et c'est des dérives qu'on trouve aussi notamment dans la naturopathie et tout ça, qui te font arrêter des traitements, parce que ça, bah non, en fait, on n'est pas médecin, donc en fait, tu fermes ta bouche, tu restes à ta place. Enfin, moi, par exemple, si tu savais le nombre de cas de nénettes migraineuses qu'on a mis sous bêta-bloquant depuis des années et des années et qui viennent me consulter et qui viennent, je sais pas, pour une entorse, pour un truc, j'ai OK, il y a d'autres motifs. Ah, bah, je suis très migraineuse, sinon je prends ça comme traitement et tout. Mhm, OK. Et en fait, tu vas toucher leur cervicale et tu te dis, mais tu m'étonnes que tu as mal au crâne, ta base du crâne, elle est blindée. Donc, on est sur des névralgies d'Arnold, des choses comme ça. Je leur dis, écoutez, moi, je trouve un truc à mettre sous la dent qui pourrait améliorer vos migraines. On le travaille, on voit. Parfois, elles te rappellent un mois après, elles me disent, mais Mélina, c'est un truc de fou. On-off, j'ai plus du tout de migraine. Du coup, je fais quoi? Parce que mon neuro, il m'a donné tel. Moi, je suis personne pour dire, t'arrêtes ton traitement, quoi. Par contre, de dire, bah, écoute, va voir ton MG, va voir ton neuro. Parce qu'à mon avis, maintenant que c'est réglé, c'est peut-être pas pertinent de prendre tel ou tel traitement. Donc, déjà, les praticiens hors médecin qui te disent d'arrêter ton traitement, non. Et ça, c'est dur aussi parfois d'avoir ce rôle-ci parce que bah, le système de santé va pas forcément bien. Nous, on est quand même des jobs accessibles, encore une fois, où tu peux venir sans prescription médicale. Même si tu vois, moi, par exemple, là, actuellement, j'ai 3 semaines, un mois d'attente au cabinet.
mais c'est toujours moins qu'un ORL, qu'un gynéco. Donc parfois, tu vois, là par exemple, dernièrement, j'ai eu des cas de problèmes ORL. Ouais, mais il y a un ostéo une fois qui avait travaillé mes sinus et qui m'avait dit que nanana, du coup, je préférais te voir avant de voir l'ORL. Mais non, en fait, c'est pas pour moi. Donc parfois, tu es face à des patients où tu dis, ben non, Ils sont désolé. formés, ouais. Donc ça, c'est compliqué. Et sinon, ouais, pour revenir sur les signes un petit peu, alors c'est très compliqué de donner mon avis là-dessus sans défoncer un petit peu des confrères. Mais voilà, moi, pour moi, un ostéopathe, c'est pas quelqu'un qui régule des fluides, des énergies. Déjà, les ostéos qui ne déshabillent pas, bah non, en fait. Donc, je sais que parfois, les patients, vous n'avez pas envie de vous mettre en sous-vêtements. Moi non plus, hein, pareil, quand c'est chez la gynéco, c'est pas le meilleur moment de ma life. Mais non, en fait, quand tu prétends travailler sur l'appareil locomoteur d'un patient, ben, tu le fous en sous-vêt, en fait. C'est pas négociable. Alors oui, un petit legging, un petit cycliste, il n'y a pas de souci. Mais en fait, déjà, les praticiens qui ne déshabillent pas et qui prétendent travailler des trucs comme ça, ah, merci, mais non merci. Ceux qui passent la séance à poser les mains, écouter les tissus, c'est compliqué, quoi. Après, il y a des patients qui vont te dire malgré tout, écoute, c'était incroyable, je me suis endormie sur la table, j'étais toute habillée, elle a à peine fait des points de pression, mais je vais mieux. Alors ouais, tu as l'effet placebo, qui est présent aussi chez moi, hein, qui est présent dans le Doliprane, qui est présent quand tu vas boire un psy. Euh, mais en fait, au pire, je dis toujours à mes patients, c'est pas grave, au pire, si tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, il fait pas mal. Il y a beaucoup d'ostéos, par contre, où ça servira à rien d'aller les voir, mais ils te mettent pas en danger. Là où ils te mettent en danger, par contre, et ça, c'est un truc que je retrouve énormément chez mon public de bébés, c'est quand ils font ce qu'on appelle du retard diagnostique ou de l'errance thérapeutique. Parce qu'en fait, toi, tu vas voir quelqu'un en te disant, il est ostéo, avec le petit diplôme qui va bien, tu sais pas ce que son diplôme vaut, tu sais pas ce que sa pratique vaut. Tu te dis encore une fois, il a une blouse, il a un diplôme. Si le mec, il me dit qu'en 15 séances, il va arrêter mon problème, écoute, moi, j'en ai marre, ça fait des semaines que j'ai mal, donc vas-y, je le vois. Et puis, il va te dire, t'inquiète, on va se revoir, t'inquiète, on va se revoir. Et en fait, au-delà du fait qu'il te fait perdre de l'argent, et ben, il te fait perdre du temps parce que, tu vois, par exemple, pour revenir sur des anecdotes, il y a un petit patient que je suivais qui avait 20, 21 ans. Donc, je fais de la méca avec lui, hein, donc je le crapouille dans tous les sens, machin truc. Alors, ça, c'est pareil, on fait pas la même chose sur tout le monde, hein. C'est sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-indication. Bref, je fais une séance à la Mévena, quoi, je le manipule. Et puis, il me parle de sa petite copine. Il me dit, ouais, moi, ma copine, j'aimerais bien qu'elle vienne te voir, mais elle en démord pas. Elle veut rester avec son ostéo à elle, parce qu'elle a des grosses douleurs de ventre et tout. Elle veut pas encore aller faire de frottis et tout. Voilà, c'était vraiment une jeune adulte. Elle avait peur de ce truc-ci. Donc voilà, elle va voir son ostéo, qui la voit une fois, 2 fois. Et je crois qu'elle avait vu en tout 5 fois cet ostéo-ci, à chaque fois un mois d'intervalle. Et ce patient-ci, bah, voilà que je le revois 6, 7 mois après pour refaire un bilan. Ah, bah, en fait, ta petite copine, ça va mieux ses douleurs de ventre et tout, parce qu'en fait, il m'avait dit, j'aimerais bien qu'elle oui, vienne te voir toi. Parce que franchement, je suis allée voir, moi, il avait assisté aux séances qu'elle faisait avec l'autre ostéopathe. Il me dit, franchement, elle travaille pas du tout comme toi, il se passe rien, j'ai l'impression, pendant la séance et tout. Bon, après, voilà, ça me racontait avec ses mots, en fait. Et je lui dis, ouais, écoute, ça me paraît quand même bizarre. Essaye de me l'amener. Bon, il n'a pas réussi à me l'amener, elle voulait pas. Elle voulait pas changer parce qu'elle avait cette espèce, voilà, de feeling et qu'on entend, hein, de fidélité avec sa praticienne. Je le revois 6, 7 mois plus tard. Alors, ta copine, elle va comment? Ah putain, truc de fou, faut que tu le racontes. En fait, elle a un cancer aux ovaires. Donc, en fait, 21 ans, donc ça va, entre guillemets, qu'on a 2 ovaires, hein, ablation d'un des ovaires. Sauf qu'en fait, je suis désolée, c'est une faute professionnelle de recevoir quelqu'un 5 fois, de lui faire perdre 5 mois dans son traitement, alors que cette nana-ci, mais en une séance, normalement, tu poses les bonnes questions. Et là, nous, alors encore une fois, c'est un peu vulgaire, mais ce qu'on se dit, nous, en ostéo, on dit, ouh là là, ça pue du cul, c'est pas pour nous. Et en fait, on oriente, et ça, c'est des trucs, normalement, tu Tu dois le te faire. remets en question tout de suite, quoi. Et tu vois, par exemple, cette petite patiente, ben, elle a perdu 5 mois, quoi. Mm. Donc, Mm. ça peut être gravissime. Donc, là où il faut faire attention avec ces praticiens, c'est bien évidemment s'il n'y a pas de mieux. Euh, Si ça paraît être des pratiques un petit peu trop lèges, voilà. Mais c'est très compliqué, hein. Franchement, c'est du cas par cas et c'est très compliqué d'avertir un public là-dessus, quoi. Il y a beaucoup d'ostéos enfin, tu vois, moi, c'est pour ça, c'est pas dans mon délire de cracher sur les confrères parce que ces confrères-ci,
conviennent malgré tout à d'autres personnes. Et moi, je peux ne pas convenir à tout le monde et c'est OK, hein. Parfois, on a vraiment des patients en fait qui perdent beaucoup d'argent et qui perdent du temps. Je reviens sur le cas des bébés. Moi, j'ai beaucoup de nourrissons, j'ai beaucoup de périnatales, donc femmes enceintes, femmes en programme PMA, tout ça, et les bébés. Les bébés, tu as jusqu'aux 6 mois pour vraiment travailler les têtes. Nous, on a assez réputé les ostéos pour travailler tout ce qui est les plagios, les brachycéphalies, donc en gros, c'est les têtes-pattes, et les coliques. Ben, un bébé, il n'est pas capable de te dire s'il va mieux, il n'est pas capable de te dire s'il a ressenti un truc quand l'ostéo a travaillé. Pourtant, ben, écoute, à 6 mois, moi, quand tes sutures du crâne, elles sont ossifiées, si tu savais le nombre de mamans que je récupère à 4 mois et demi, 5 mois pour leur bébé, qui ont vu 5 ou 6 fois leur ostéo et où c'est rien passé, le bébé, il a un crâne plat de dingue. Et en fait, je les récupère et je leur dis, mais désolé, mais c'est trop tard. Bah oui, mais on m'a dit que vous étiez bien. Bah ouais, mais en fait, je peux pas aller contre nature. Là, désolé, ton bébé, on va aller faire un casque. Tu vas aller à Nantes, à Paris, parce qu'en plus, on n'a pas de ça en Touraine. Euh, et on va sortir la retirée lourde parce que moi, bah là, avec mes mains, avec la mécanique, non, c'est trop tard en fait. Et typiquement, ou comme, bon, là, je m'excite un petit peu sur les bébés parce que c'est un public vulnérable. Mais Mm. pareil, moi, j'ai récupéré des patients qui sont allés voir d'autres ostéos ou des chiros, hein, parce que les chiros, on partage une patientèle un peu commune. Oh là là, mon ostéo, elle m'a dit que, il fallait qu'on se voit tant de fois parce que mon bébé, il louche. Bah oui, tous les bébés louchent, en fait. Alors parfois, j'avoue, il louche genre vraiment beaucoup et ça fait flipper. Tu te dis, oh là, le truc, il est en train de faire un court-circuit. Et c'était assez impressionnant, mais ça, c'est pareil, c'est à nous d'éduquer le patient, de dire un bébé qui louche énormément, c'est OK. Un bébé qui a le hoquet tout le temps, c'est OK aussi, c'est pas grave, il a pas un problème neuro, il a pas un problème. Et en fait, si tu veux, les patients sont un peu perdus là-dessus. Et toi, tu es là, tu as un bébé, c'est la prunelle de tes yeux. Si on te dit, viens 6 fois à 6 fois 60 euros, il louchera plus, tu dis, bah écoute, dans le Tu fais bénéfice du quoi? doute, je suis Mm. pas bonne en maths, mais je préfère mettre 360 euros et qu'il louche pas, alors que par l'histoire naturelle du truc, il aurait pu loucher, tu vois. Mais ben, jackpot pour les ostéos. En plus, ils ont un bébé tout mignon. Ils font 3 fois rien pendant 40 minutes. Ils se prennent 60 balles. Et voilà quoi. Et ça, tu vois, c'est notre quotidien. Mm. Ouais, vous êtes aussi la victime des clichés, malheureusement. Ouais, c'est ça. Après, les victimes numéro un, ce sont les patients. Moi, c'est ce que je dis Mm. toujours. Et je peux me le permettre maintenant que j'ai un cabinet full. Parce qu'au début, quand tu es là, tu sors du diplôme, les patients voient que tu as des créneaux et que tout ça. Ils te disent, ouais, elle veut juste en fait carapater tout le monde dans son cabinet, alors que pas du tout. Enfin, c'est comme quand tu vois, je reste encore sur les bébés, mais des parents qui t'appellent en disant ah bah en fait j'annule le rendez-vous, mon pédiatre il m'a dit que ça servait à rien de venir vous voir, que l'ostéopathie ça servait à rien. Au début j'allais avec les tripes, je disais mais non on va travailler ceci, cela, et puis tu sais, t'as l'impression que Ouais, tu cours un tu, peu. tu, tu te racoles les patients. Maintenant je dis bon bah ok, pas grave, je m'en fiche, mon patient, enfin ma patientèle est pleine. Et bah ces mêmes patients ils te rappellent un mois et demi après, oh là là j'aurais dû venir plus tôt, au final sa tête elle reste plate et nanana. Et parfois, tu arrives à sauver le truc, parfois, tu n'arrives pas à sauver le truc, quoi. On va parler de choses un petit peu plus joyeuses, peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton métier? Bah, le truc numéro un, c'est que j'ai des patients d'absolument tous les âges. Enfin, du bébé qui sort de la mater, donc à 4 jours, à le papy, la mamie qui a plus de 90 ans. Donc ça, franchement, c'est trop génial. C'est vraiment, tu vois, même si bah, il y a beaucoup de petits problèmes particuliers qui reviennent, hein, parce qu'on a tous deux bras, deux jambes, un dos, une tête. Donc voilà, mais tu vois, des douleurs cervicales chez un tel va pas être la même chez un tel parce que on prend tout le monde en charge de manière très singulière. Et ça, franchement, c'est le truc trop, trop chouette. Et quel geste ou routine tu recommandes à tes patients après la séance pour prolonger les bienfaits et puis qu'ils soient aussi autonomes après pour se faire du bien? Alors surtout, ne pas bouger pendant 48 heures, non, je déconne. Donc non, vous bougez, vous faites votre vie. Alors ça, c'est pareil, souvent on a tendance à préconiser de boire beaucoup, mais j'ai envie de te dire, en fait, il faut que tu boives beaucoup tout le temps, de l'eau. Mm. C'est pas que après l'ostéopathie. Après, non, non, c'est bien, bien mettre en place les conseils qu'on voit ensemble au cabinet, mais les conseils qui reviennent beaucoup bah, pour les douleurs musculaires, c'est les assouplissements, la chaleur. Pour les douleurs plutôt articulaires, on peut utiliser aussi le froid. Encore une fois, c'est du cas par cas, mais surtout,
bouger, écouter les conseils. Ça, c'est pareil. Un ostéo qui t'explique rien et qui te donne aucun, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui te donne aucun conseil, qui sait pas t'expliquer ce qu'il fait, ça, bah, ça dégage, quoi. Enfin, je suis désolée, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est surtout ça. Pas hésiter aussi à demander des conseils s'il n'a pas le temps ou s'il prend pas le temps de le faire, ton ostéo, parce que ça, on a tous des manières différentes de travailler. Mais si ton ostéo le fait pas de lui-même, ben, vraiment, voilà, voir avec lui les conseils, parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais de bouger, en tout cas. De bouger au quotidien. Et est-ce qu'il y a des habitudes à éviter? Je sais que quand je suis venue, tu m'as dit, par exemple, pour le sommeil, de bien faire Mhm. attention aux positions, de pas dormir sur le ventre, etc. Est-ce que tu as des conseils à partager là-dessus pour préserver un peu la mécanique du corps? Ouais, alors clairement sur le dodo. D'ailleurs, j'avais fait une chronique pour ça à l'époque sur TV Tour. Il y a un moment où j'avais mimé un peu sur le plateau dans quelle position fallait dormir. Euh, En fait, que ce soit pour le dodo ou pour, tu vois, on a beaucoup de patients qui sont sédentaires parce qu'on a beaucoup de jobs sur les ordinateurs. La position statique prolongée idéale n'existe pas. En fait, c'est pas bon de rester dans une position statique prolongée. Donc, bien évidemment, quand on dort, on va pas mettre un réveil toutes les 30 minutes pour aller faire un tour de pâté de maison et se remettre au lit. Donc, clairement, le dodo sur le ventre, c'est pas bien du tout, que ce soit pour le cou, enfin, les cervicales, pour les lombaires. Donc, s'il y a une position à proscrire, c'est celle-ci. Après, les autres, elles sont accommodables selon, encore une fois, la forme du patient et tout. Donc, ça, c'est du cas par cas qu'on conseille, enfin, qu'on va orienter au cabinet. Après, sinon, pour tous les patients qui sont très sédentaires, bah, c'est essayer quand même de bouger au maximum, hein. C'est des conseils lambda, mais aller à la photocopieuse, aller à la machine à café, monter, descendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Faire du sport en dehors de son job. Alors, ça se démocratise beaucoup dans notre société, le sport, et c'est chouette, mais on n'est pas bon là-dessus. On est vraiment des mauvais élèves en France. Nous, on voyage beaucoup avec mon conjoint pour nos compétitions, et c'est vrai que ben, on voit que nous, c'est pas du tout ancré, quoi. Encore, les gens commencent à s'y mettre. Quentin est coach sportif, il commence, bah, il a de toute façon énormément de demandes, mais on voit que dans des habitudes des gens, euh, ils commencent même à mettre de l'argent là-dedans, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vraiment super bien. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire du sport à outrance à côté pour aller bien, quoi. Souvent, les patients disent, ah ouais, mais non, j'ai pas le temps. Ben non, mais le temps, en fait, tu le prends. Ça, c'est des trucs où parfois, ben ouais, j'engueule les patients, mais je dis, écoutez, moi, vous pouvez venir tous les mois au cabinet. Si vous faites pas ce qu'il faut à côté, moi, je suis pas magicienne, en fait. Donc ouais, bouger au maximum. Si c'est pas ça, ben, au moins marcher. Et puis déjà, c'est tip top, quoi. Quand on veut, on peut. Ouais, et puis c'est des trucs tout simples, mais en fait qui se sont un peu perdus ou où les gens n'ont pas pareil l'habitude de le faire, mais juste manger bien, dormir bien, bouger, mais juste ouais, marcher, c'est pas ancré ouais, dans le quotidien. Ouais, puis les gens, il y a quand même beaucoup d'assistanats où les gens, en fait, c'est je te paye, je veux un résultat. Comme Hmm. s'ils prenaient un médicament et que ça allait être on-off, ou, qui n'est pas toujours la solution d'ailleurs, le médicament, hein. Mais en fait, les gens ils ont du mal à mettre la main à la pâte, quoi. Alors que, oh, merde, enfin, c'est ta machine, c'est ton corps, quoi. Si tu le fais pas pour toi, ben, personne ne le fera à ta place. Et, moi, je sais que bah, mes patients, tu vois, c'est comme ceux qui demandent des créneaux d'urgence alors qu'ils sont pas venus depuis 5 ans, alors que je leur dis, bah, quand même, quand vous avez des petites douleurs, profitez-en pour venir, on fait un petit reboot, quoi. Bah, désolé, mais vous n'êtes pas prioritaire sur ceux qui font bien consciencieusement les choses et qui me demandent aussi des créneaux d'urgence parfois parce que ça arrive. Euh, et c'est vrai que moi, les patients, je les dispute et au fil des années, ben, on dit aussi qu'on éduque une patientèle et qu'on a une patientèle qui se ressemble. Mais moi, je sais que là, de plus en plus, avec le recul que je commence à avoir, je me félicite d'avoir des patients, franchement, qui accueillent mes conseils et qui les écoutent et les appliquent. Et puis ceux que ça fait chier pour appeler un chat, de dire, oh ouais, mais non, elle m'a demandé de faire ça, mais de toute façon, flemme, je le ferai pas, machin. En fait, ils tracent leur route et ils iront payer un ostéo qui leur dira ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est OK. Mais moi, ma conscience pro, elle s'arrête là à dire, bah, écoute, non, tu me payes pas pour que je te dise ce que tu as envie d'entendre, tu vois. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mal constaté, c'est que les personnes pensent qu'ils vont pouvoir déléguer un peu l'effort et se dire que ça va venir de l'extérieur et du coup ils vont pas se mettre en mouvement, ils vont pas initier le changement parce qu'ils vont se dire bah, je vais aller le chercher chez l'ostéo, Mhm. je vais le chercher chez le médecin dans un médicament comme tu disais et du coup bah, les faire changer et les faire sortir de leur zone de confort, c'est pas toujours facile quoi. Ouais, et puis c'est vrai pour tout, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour, tu vois, je rebondis sur Quentin qui est coach aussi, bah, c'est vrai pour ça aussi.
parce qu'il est coach en nutrition aussi. Alors parfois, il fait des bilans, il fait des trucs tout bien. Et en fait, les gens pensent que parce qu'ils payent un coach, ben ouais, mais non, en fait, à un moment donné, le coach, c'est pas lui qui va venir te préparer tes petits plats à la maison, c'est pas lui qui va dire, bon, écoute, te prendre par la main, te faire monter dans sa voiture, ou alors faudrait le payer extrêmement cher. Mais voilà, quoi, enfin, faut être acteur de sa santé, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que je répète à longueur de temps. Et tu vois, les patients que tu vois, par exemple, pour des douleurs chroniques, tu dis, bon, par contre, là, monsieur, on va devoir se revoir dans un mois et demi. Vous faites bien les petits conseils. On fait un topo et on voit ce qui reste à travailler, où on en est et tout. Ok, tu le revois un mois et demi après. Ok, ça en est où? Ah, j'ai encore mal, hein. Ok, mais du coup, quand vous réveillez le matin, c'est toujours différent. Ah non, par contre, c'est beaucoup mieux. Et ça, ah non, ça, par contre, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai encore mal, hein, j'ai encore vraiment mal. Ok, mais est-ce que vous avez fait les petits conseils? Ah non, enfin, j'ai pas le temps de le faire. Ok, donc en fait, je te vois une fois, je passe, tu vois, nous, on aime bien coter parfois la douleur. On passe une douleur à 8 sur 10 à 3 sur 10. T'as rien fait de ce que je t'ai demandé de faire. Mais en gros, le premier truc qu'il m'exprime, c'est son mécontentement parce qu'il a toujours mal au dos. Bah ouais, mais bon, en fait, donc les patients, si, je dis, bah écoutez, moi, monsieur, par contre, là, on va pas se voir 1000 fois, quoi. Là, on peaufine tout ça. Et puis après, bah, le truc est entre vos mains, quoi. Il faut Ouais, leur dire c'est de l'éducation, c'est ce que tu disais, ouais. ça. Ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'ai eu beaucoup de mal, c'est ce que je te disais par message. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner les questions parce que j'avais aussi à la fois des questions bah, sur ton activité d'ostéopathe, sur l'Irox, sur ta vie avec les animaux. Donc c'est pour ça il y a un deuxième épisode. Mhm. C'est Je te... comme Martine. Mes vénas à l'aérox, mes vénas ostéo, mes vénas à la ferme. Il y a trop d'activités, tu fais trop de C'est choses. ça. Mais du coup, pour terminer sur une question un peu fun, si tu pouvais organiser une compétition Irox avec une épreuve Mhm. un peu insolite, qu'est-ce que tu rajouterais pour surprendre tout le monde? La coupe des onglons des chèvres, ça marche ou pas? C'est quand il leur coupe justement ces petits onglons. Non, mais sinon, brouette, passer du foin par-dessus le grillage. Mais du coup, on en reparlera au deuxième podcast. C'est déjà bien complet, là. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Mais allez, ma petite signature, un petit trust cervical, un petit cracouillis cervical. On te met, tu valides ta course si ça craque ou si ça craque pas. Allez, soyons fous. Ta patte. Trop cool. Est-ce que tu peux nous partager, pour vraiment terminer cette fois, tes prochains objectifs, que ce soit compétition ou dans ta carrière? Eh ben écoute, dans mes compètes, bah, c'est pas dur, ça va être un championnat d'Europe en février. Là, on va passer les fêtes tranquillou. Donc, ça va être un premier gros objectif. On aimerait être champion d'Europe et du monde cette année. Donc déjà d'Europe, ce serait chouette en février. Et puis sinon, sur le côté pro, ostéo, continuer à me former, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on est des jobs où on doit se former en continu tout le temps, au même titre que les médecins et tout ça. Donc ça, voilà. Donc, je continue à me former, à lire, regarder des articles, à faire des formations énormément. Après, sur le cabinet pur et dur, ben, j'ai la chance d'avoir un petit peu la carrière, entre guillemets, de rêve qu'on veut parce que j'ai acheté mon cabinet, ma patientèle est non seulement quantitative et qualitative, donc tout simplement, en fait, bah, pas m'endormir sur mes lauriers et continuer à faire ça avec passion et être toujours, essayer d'être une ostéo au max du top. Et puis rien changer au final, hein, ce que je fais niveau pro, j'adore ce que je fais, la façon dont je le fais, j'adore mes patients. Donc merci aussi s'il y en a qui tombent sur ce podcast, mais je les remercie très régulièrement parce qu'ils m'encouragent aussi beaucoup dans mes pratiques à côté. Mais ouais, franchement aussi, j'ai une super patientèle, donc c'est trop génial. Donc que ça leur reste et que nos relations restent telles quelles. Trop bien, je te le souhaite, mais il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Mélina, en tout cas. Et on se rejoint du coup pour un deuxième épisode de podcast. Merci à toi.